c'est-à-dire avant le siècle des Lumières. En fait, quand on lit Bacon, Francis Bacon, qu'est-ce qu'il dit? Le temps qui passe est corrupteur. Voilà, le temps qui passe dégrade les situations et aggrave les défis que nous devons relever. Comment empêcher que le mal lié au temps qui passe l'emporte? Par l'innovation technique. L'innovation technique, elle est là pour empêcher que le monde se défasse, pour qu'il se maintienne. Ah, moi, ça me dégrade. Il ajoute qu'il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation technique est perçue par le peuple, comme il l'appelle, comme une étrangère. Discuter plus sérieusement du transhumanisme. Il ne faut pas non plus innover trop lentement, sinon le mal fait par le temps qui passe devient irréparable. Et donc il conclut en disant qu'il faut innover au rythme du temps pour maintenir le monde. Maintenant, lisez le texte qui a été écrit en 2010 en Europe pour faire de l'Union européenne l'union de l'innovation. L'objectif 2020, horizon 2020 pour ceux qui connaissent. Avant, c'est le traité de Lisbonne qui voulait promouvoir l'idée que l'Europe, c'est la société de la connaissance. Puis on s'est rendu compte que la connaissance, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui crée forcément les emplois. Il faut des brevets, il faut augmenter la compétitivité des entreprises. Et donc, on a décidé de passer à l'union de l'innovation. Et il y a un texte de 50 pages qui présente ce projet. Lisez la première page. C'est un plagiat de Francis Bacon. On dit l'Europe est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Raréfaction des ressources, pollution de tous ordres, vieillissement de la population, changement climatique, baisse de compétitivité des entreprises. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire du bien ou du mal de l'innovation. La technologie, elle ne doit pas rentrer dans le corps. Notre façon de parler d'innovation s'appuie sur l'état critique du présent et non pas sur une certaine idée qu'on a du futur. Or, quand vous savez ce que vous voulez, il est beaucoup plus facile de décider. Même si vous manquez d'informations. Vous avez un projet. Voilà, vous avez un projet. Et vous faites en sorte que ce projet que vous avez, si possible, réussisse. Et pour avoir un projet, il faut établir entre le futur et votre présent une relation, une filiation. Une filiation qui soit aussi affective que possible et aussi éclairée que possible. Alors je sais que c'est difficile parce que quand les scientifiques parlent du futur, ça ne doit pas rentrer dans le corps. Ils travaillent sur le boson de Higgs, la matière noire ou sans notre consentement. Qui eux continuent de nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui nous parlent de biodiversité, de changement climatique, de pollution, de raréfaction des ressources. Quand ils parlent du futur, c'est crédible et c'est pas attractif. Voilà. Le charbon, ça salit. Des problèmes, des crises, des catastrophes. C'est une des raisons pour lesquelles l'idée de progrès a été liquidée. C'est qu'on a du mal, à propos du futur, à tenir des discours, des prédictions qui soient crédibles et attractives. Quand c'est crédible, c'est pas attractif. Quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et donc on est là sur la surface du présent, en étant incapable de coloniser le futur. Alors pour les physiciens, il y a une piste que je vous livre. Il y a des gens qui interprètent la théorie d'Einstein de la relativité par ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Et l'idée qu'ils défendent, c'est que l'espace-temps, c'est comme l'espace. L'espace-temps, il a été présent de toute éternité. Il a toujours été là. Par exemple, là, nous sommes à Paris, mais en même temps que nous sommes à Paris, existe la ville de Lyon, celle de Strasbourg, de Marseille, de Lille, Bordeaux, j'essaie d'oublier personne. D'ailleurs, toutes ces villes ont la même réalité. Paris n'a pas toujours été là. Mais ce qui fait que Paris, pour nous, est spécial, c'est notre présence à Paris. Et quand vous voyagez en train pour aller d'une ville à l'autre, vous regardez par la fenêtre et vous dites le paysage défile. Qui est une phrase curieuse, parce que c'est pas du tout le paysage qui défile. C'est vous, par le mouvement du train dans lequel vous êtes, qui a créé l'impression avant Paris, c'est Lutèce. Qui, lui, ne défile pas. Vous devriez dire, je défile devant le paysage. Et bien l'idée, c'est que l'espace-temps, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de parler de points dans l'espace, on va parler d'événements dans l'espace-temps. Et l'idée de l'univers bloc, c'est que tous les événements du passé sont encore dans l'espace-temps. Tous les événements futurs sont déjà dans l'espace-temps. Et ce que vous appelez le présent, c'est le lieu de votre présence. C'est votre présence dans l'espace-temps qui détermine
ce que vous appelez le présent. Il n'y a pas un présent universel en relativité, c'est un bien présent mes local. charbons, là. Alors, dans cette conception, la migraine que vous aviez hier, charbon actif, elle existe encore. Mais elle fait plus mal puisqu'elle n'est plus à l'endroit où vous êtes. C'est votre mouvement dans l'espace-temps qui crée l'impression que vous avez que le temps passe. C'est vous qui êtes le moteur comme du temps. un mal de tête, vous suivez votre ligne d'univers dans l'espace-temps et c'est ça qui temporalise les événements qui sont tous là dans votre cerveau d'observateur. Et donc, dans cette conception, le futur est déjà joué. D'accord ? Tout est déjà écrit. Et évidemment, c'est une théorie, une interprétation qui est contestée, notamment moi, quand on j'ai met pas la trop mécanique envie de me quantique, transformer qui en elle araignée promeut plutôt l'idée d'un invisible. présentisme. L'idée que le temps qui passe, Ceux-là, il croit comme la tige d'une plante. Et la tige d'une plante, elle avance en colonisant le vide autour d'elle. leur innovation, là, Pour c'est la que ça physique quantique, touche on à a plutôt le cours du temps qui est limité l'antimatière, au présent. Et c'est le renouvellement ça du peut me présent, rendre invisible. le renouvellement continu du présent qui crée le futur qu'on atteindra en disant qu'il est présent. Okay, et quand on ne va pas attendre pour décider de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, on ne va pas attendre que les physiciens se mettent d'accord. Et donc, je vous propose, et c'est ma conclusion, une synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. On retient de l'univers bloc qu'il y aura du futur. Voilà, il y aura du futur. Et on retient du présentisme que ce futur n'est pas complètement déterminé. Il est en partie déterminé. Par exemple, le climat de la Terre dans les 30 prochaines années, il est déterminé par notre passé. Et nos actions les plus vertueuses n'auront d'effet vertueux qu'après. Les constantes de temps thermiques qui sont engagées dans le changement climatique sont telles qu'on n'a pas de maîtrise de ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. C'est après qu'on pourra faire en sorte que ce changement climatique sera moins important que si on ne faisait rien. D'accord ? Et donc, on va retenir de l'univers bloc qu'il y aura un futur, et on retient du présentisme que ce futur n'est pas complètement déterminé. Il y a de la place pour le jeu, pour le projet, pour le désir. Et ça suppose de déterminer ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons et en ayant le courage de décider en méconnaissance de cause. Voilà, ne refaites plus jamais ça. Merci pour votre... Et d'un peu plus, c'était une lettre d'amour qu'il a envoyée par un relevé d'identité bancaire. Hein? Je rigole. Ah oui, si c'était une lettre d'amour. Bon, voilà. Titi Tinclin. Faut-il savoir pour décider? Alors sachez que le transhumanisme, c'est de la merde. Je suis contre le transhumanisme. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Pourquoi? Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est plus stressant de prendre la parole sans avoir de notes et être Yves Klein, Étienne Klein ce soir, ou si c'est de ne pas être scientifique et de poser une question à Étienne Klein, comme je vais le faire maintenant. Vous avez beaucoup parlé depuis le Covid, on vous entend beaucoup sur cette question de la connaissance pour, à défaut, même sans prendre une décision, une position dans la société sur certains sujets qui nous traversent tous aujourd'hui. Le truc, en tout cas, je trouve, moi, en tant que simple citoyenne, c'est que c'est quand même très difficile de prendre le temps de ce que vous semblez nous demander d'avoir comme exigence sur tous les sujets qui nous traversent. Donc on est bien obligé à un moment donné de déléguer ces certitudes ou des approches de soi-disant vérité pour avancer à des scientifiques qui, on l'a vu, ne sont jamais tous d'accord au même moment. Alors quand je vous écoute ce soir ou quand je vous ai beaucoup écouté ces derniers temps, j'ai toujours trouvé que c'était difficile de me mettre, je vais parler comme mon nom, au niveau d'exigence que vous nous proposez d'atteindre. Oui, merci pour cette question qui est très pertinente. Alors d'abord, je réagis à votre phrase, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Je pense que
Vous allez en France, c'était mesuré par l'équipe de Daniel Cohen, un rapport d'état du Covid 18 mois après le début de l'épidémie, en mars 2021. Il a publié un rapport, une étude européenne, sur 3 sujets. Le premier, c'était la santé de l'économie. Le deuxième, c'était la santé psychique des populations après les mois de confinement. Et le troisième sujet, c'était la confiance dans la science. Confinement. Et ce qu'on voit dans cette étude européenne, j'insiste, c'est que la confiance dans la science, avant le Covid, elle était très élevée dans tous les pays d'Europe. 90%. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que veut dire 90%, mais notez que c'est un chiffre élevé. Voilà. Et cette confiance dans la science, elle est restée stable dans tous les pays d'Europe, moyennant quelques fluctuations liées évidemment aux aléas de l'épidémie. Sauf dans un pays, la France, où la confiance dans la science a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. Et donc il y a une exception culturelle française de ce point de vue-là. Il faut comprendre comment la mise en scène de la science et de la recherche en France s'est distinguée de la mise en scène de la science et de la recherche dans d'autres pays d'Europe. Il y a des événements qui sont produits en France, notamment la mise en avant de certaines personnalités, qui auraient été impossibles en Allemagne ou en Angleterre. Un gars qui est pas bon. Alors, une des causes, c'est que dès le début, on a confondu la science et la recherche. La science et la recherche. Moi, j'ai vu des sites dire faut pas dire telle chose à la France, faut pas les prévenir de ci, de ça. On nous prend pour des cons, les Français. Ils aiment pas la France, les Allemands. Vous critiquez avec des arguments scientifiques, pas avec votre ressenti, vos croyances, vos préjugés. Ça suffit pas. Quand un étudiant me dit ouais, la dilatation des durées prévue par Einstein, j'y crois pas parce que je la sens pas. Je dis garçon, voilà, travaille. Le ressenti, ça suffit pas. Et ce corpus de connaissances qui est la science, nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. On fait de la recherche parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Mais pour savoir ce qu'on ne sait pas, il faut savoir ce qu'on sait. Il y a toujours un fil. Donc le doute, ce doute-là, est un doute très particulier. C'est le doute des savants. Là, c'est ce que je ressens dans mon corps. Alors, je suis assez bien placé pour savoir, c'est mon corps. C'est que cette confusion entre la science et la recherche a fait que le doute, qui est consubstantiel de la recherche, est venu coloniser l'idée même de science. Et on a dit la science c'est le doute. Mais depuis quand? Et comme on voyait des gens s'étriper sur les plateaux de télévision, évidemment ça alimentait cette confusion. Mais depuis quand est-ce qu'un scientifique, quand il parle sur un plateau de télévision, dit « je » ? Depuis quand ça? Un scientifique, c'est quelqu'un qui dit « nous ». La science, comme disait Popper, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc, quand vous êtes scientifique, vous dites « nous savons que », ça c'est la science, et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Quand un scientifique ne dit pas « nous », par exemple, si vous faites un débat ici sur la matière noire, comme on ne sait pas si elle existe ou pas, vous allez avoir des physiciens qui ne seront pas d'accord. Nous, les victimes du transhumanisme, les cobayes, on en a marre. Ils diront la même chose. On voudrait une plus jolie vie. Le boson de Higgs qu'on a détecté en 2012 prédit théoriquement en 64, entre 1964 et 2012, je ne vous raconte pas les colloques. Au nom de l'innovation, voilà ce qu'on nous fait. Et un jour, on a réussi à faire parler un bout du réel en détectant le boson de Higgs. C'est pas un progrès, c'est plutôt une régression. Mais plus celle de son existence. Ils sont inhumains avec ça. Donc la science et la recherche, c'est pas la même chose. Et ça, c'est important de le montrer dans les situations de crise comme celle qu'on a traversée, sans quoi, en effet, chacun se dit, puisqu'ils sont pas d'accord, je suis moi aussi compétent et je vais dire dans les réseaux sociaux ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Voilà. Ensuite, je défends pas, même si mes propos étaient peut-être ambigus, je défends pas du tout une conception scolaire de la citoyenneté.
Je veux dire par là qu'un citoyen qui ne s'intéresse pas aux sciences, qui les ignore, voire qui les méprise, n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'y intéresse. On ne va pas corréler la citoyenneté au degré de connaissance scientifique ou autre des citoyens. On est tous égaux de ce point de vue-là. N'empêche que quand vous êtes amené à prendre des décisions sur des sujets qui ont une composante scientifique, ben, vous devez quand même tenir compte de ce qu'on sait dans votre façon de décider. Ça demande un travail, il ne s'agit pas d'être omniscient. D'ailleurs, quand on parle de ces questions, on oppose toujours les scientifiques et le public. Mais cette séparation est factice. Si vous m'interrogez sur le boson de Higgs, je pourrais vous répondre longuement. Si vous m'interrogez sur la nucléosynthèse primordiale, je pourrais vous répondre longuement. Si vous m'interrogez sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, je vais bégayer. Donc je ne suis pas compétent. On a un scientifique qui est compétent dans son champ, aux abords de son champ, mais pas dans les autres disciplines. Peut-être que la différence qu'il a avec le grand public, c'est qu'il fait plus confiance aux scientifiques des autres disciplines que le grand public. Et encore faudrait-il le prouver. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que je ne demande pas que les gens montent en compétence. Mais quand une question est posée, dont nous savons que personne ne connaît la réponse, c'est pas la peine de faire semblant de la connaître. Voilà. Un vrai scientifique, au début de la pandémie, les scientifiques qui étaient invités sur les plateaux, à la plupart des questions qui étaient posées par les journalistes, disaient « nous ne savons pas ». Nous ne savons pas. C'est nouveau. On n'a pas eu le temps de faire des recherches. C'est nouveau. Nous ne savons pas. Et ces journalistes, ces experts, étaient rapidement, médiatiquement détrônés par des gens qui savaient tout. Voilà. Ça, c'est une spécificité française. Parce que nous, quand un scientifique dit « je ne sais pas », nous pensons qu'il est un mauvais scientifique. Alors qu'au contraire, c'est sûrement un très bon. Et donc, voilà, moi j'ai été, comme vous sans doute, on l'a vu sur la chaîne du Sénat LCP, les auditions jusqu'au mois de mars 2023 de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France. On a auditionné, une commission auditionné des anciens ministres qui avaient pris des décisions importantes en matière d'énergie et d'environnement. Bon, ben voilà, j'ai pas une conception scolaire de la citoyenneté, mais si vous êtes ministre et si dans votre portefeuille il y a une composante scientifique importante, même si vous n'êtes pas scientifique, au moment où vous prenez votre poste, vous allez acheter, en cachette ou pas d'ailleurs, des que sais-je. Voilà, vous lisez des que sais-je. Que sais-je. Que sais-je. Je suis responsable des déchets nucléaires. Est-ce que je pourrais pas m'offrir un petit livre sur la radioactivité? Voilà. Et les auditions dont je parle ont montré qu'aucun ne l'a fait. Aucun ne l'a fait. Au point que vous avez quelqu'un que je n'ai pas nommé avec des très grandes ambitions, qui croit que la radioactivité, sous prétexte qu'on parle de période radioactive, c'est un phénomène périodique. Et donc si un atome a une période de 10 ans, c'est-à-dire tous les 10 ans, il crache une balle d'or. Jusqu'à la fin des temps. Et ces gens prennent des décisions sur les déchets nucléaires. Et aussi... Et donc moi, je pense que voilà, quand on a des responsabilités, on doit monter en compétence dans le champ de ces responsabilités. Et là, pour le coup, je contredis ma phrase de départ. Pour décider, il faut un minimum savoir. En tout cas, apprendre. J'ai fait une petite séance acupuncture allumette pour contrer cette innovation qui n'en est pas une. Le transhumanisme, c'est non. Là, c'était le but de me transformer en araignée invisible. Okay, merci beaucoup d'avoir décidé de partager votre savoir avec nous, même si vous n'aviez pas de support. Moi, j'aurais deux questions par rapport à la liberté de ce que j'ai entendu ce soir. La première, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, en réponse à la question de madame, c'est... j'entends une sorte d'uniformisation ou de mise au même niveau des émotions, des croyances, des opinions, un peu comme Platon l'avait dit dans La République, où le scientifique n'a plus
vraiment n'est plus considéré comme un expert, puisque ma liberté à moi en tant qu'individu de penser et de croire à des choses a autant de valeur que la capacité d'un chercheur à chercher. Donc comment faire pour contrer cette sorte d'uniformisation des échelles de pensée? Et ma deuxième question sur la connaissance et la décision, c'est est-ce que je peux décider de ce que je peux connaître et surtout de comment dire ça, de comment je peux mobiliser mes connaissances pour décider? C'est-à-dire, est-ce que en fait mes décisions et mes connaissances sont déjà déterminées à l'avance? Puisque dans l'infobésité, tout ça, on a plus ou moins tous les mêmes connaissances, puisque c'est difficile de savoir vers quelle connaissance aller. Donc est-ce que les connaissances et les décisions sont déjà déterminées? Vous avez beaucoup de questions, alors je commence par la dernière. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Dommage, parce que c'est vraiment une question qui mériterait une demi-heure, mais 2 minutes. Vous dites, on a tous les mêmes connaissances. C'est faux. C'est faux. Ce qu'on a bien vu pendant le Covid, et c'est encore plus vrai maintenant, c'est que grâce au numérique, en quelques clics, chacun d'entre nous peut fabriquer son chez-soi idéologique, qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources, qui ont les mêmes valeurs en quelque sorte. Et des algorithmes ont très vite fait de repérer... moi je parle beaucoup de transhumanisme, j'en suis victime, mais qui vont dans le sens Internet de ce que vous ne m'en déjà. propose jamais. Autrement dit, se constitue grâce au numérique ce qu'on appelle conférences là-dessus. Petite société. J'entends jamais rien là-dessus. Qui ont les mêmes valeurs, qui pensent de la même façon et qui pensent que les valeurs auxquelles ils croient et qu'ils soutiennent sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Donc on assiste pas du tout à une uniformisation des connaissances, mais au contraire à une balkanisation je suis contre aussi. de l'idée de vérité. Mais quand même, et c'est ça pourrais qui tomber sur des trucs. Il faut qu'on puisse se rapporter à un référentiel commun, quitte à le critiquer, si on veut faire société. C'est du cas de côte. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme ma théorie. Je suis Autolboul, ça fait de l'encens. Dès lors que notre cerveau n'aime pas être contredit, c'est vrai, hein. Notre cerveau n'aime pas être contredit. Quand on était de gauche avant le numérique, on ne lisait pas le Figaro. Quand on est de droite, on ne lisait pas l'Humanité. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le journal, vous voulez que le journal raconte les actualités d'une façon qui soit homomorphe. Moi, j'aimerais bien que les transhumanistes, là, ils me disent comment on fait, pour arrêter cette horreur qu'on m'a fait. Chacun s'enferme dans son truc. Et c'est absolument ça qu'il faut rompre, je ne sais pas comment, par des mesures législatives. Sinon, on va avoir, dans les mêmes canaux de communication, des connaissances, des croyances, des commentaires, des avis, des fake news. Et toutes ces choses qui sont différentes auront des statuts qui se contamineront par le fait qu'elles voyagent ensemble. Si je vous présente une connaissance... Parce que moi, j'avais rien demandé. Une croyance injustement méprisée par les sachants. Si je vous présente une croyance, vous pourrez me dire que c'est une... Pardon, si je vous présente une connaissance, vous pourriez me dire que c'est une croyance qui est celle de ma communauté. Et si je vous présente une croyance, je pourrais vous dire que c'est en fait... Moi qui suis jalante par nature, alors ça m'a vachement ralenti. On est en train de fabriquer tout ce que j'ai loupé, que j'ai pas fait. On a du mal à faire société. Penser, c'est dire non à sa pensée. Et c'est pas fini, hein, parce que c'est pas réglé le problème. Et on me demande de me débarrasser de ça toute seule. Pour moi, c'est capable de résister. Ça suppose d'apprendre à argumenter, etc. Et je vais vous raconter, dans les 30 secondes qui me restent, quand j'étais adolescent, on n'a jamais entendu parler de platistes. On n'a jamais entendu parler de gens qui pensaient que la Terre est plate. Il n'y en avait pas. On peut démontrer, d'ailleurs ça a été fait, que le platisme, la croyance dans le fait que la Terre est plate, c'est une invention d'Internet. Il n'y avait pas de platistes avant Internet, c'est incroyable ça. À partir du moment où des sites ont démontré que la Terre était plate, ça a alimenté une croyance qui s'est diffusée. Il paraît qu'il y en a 17% en France. Hein? Moi j'en connais un, mon voisin. Qu'est-ce que je suis malheureuse avec ces trucs-là aux oreilles, dans le corps. Je suis incapable de réfuter. Je lui dis, j'ai pas le temps, je dois aller prendre un train. Je suis déshumanisée. En fait, j'avais pas de train à prendre. Bref. Délaissée. Alors tout le monde se débine parce qu'ils ont peur de la secte. En réponse à votre question. Vous êtes des cons. J'ai passé des heures à discuter avec lui, hein. C'est fatigant. Ça m'écoeure qu'on me laisse comme ça, comme une merde. Il m'a dit... Je vois pas l'intérêt de vivre en fait. Surtout que pour moi ici, cet univers, c'est l'enfer. À quoi bon y rester plus longtemps? Tout autour du globe. À vrai dire, si t'es tout seul. Ouais.
Rester tout seul chez soi avec des trucs transhumanistes dans le corps, c'est nul. Merci c'est beaucoup, nul. Charretière. On s'emmerde. Merci. Tu vois, je vais disparaître là. Je ferme mes dents. Allez, salut.